m'appelle Steven et j'ai apporté des enregistrements magnétiques de Guy Debord, plutôt la transcription de ces enregistrements. Debord avait pour habitude de combattre le spectacle dans un premier temps par l'enregistrement de sa propre voix s'il était invité pour une conférence, et donc il viendrait avec l'enregistrement qu'il jouerait en sa propre présence. Et alors il y a deux passages qui retiennent mon attention par rapport à la révolte. Je me permettrai de lire en ordre inverse les passages. Dans le premier message de l'Internationale situationniste, Debord parle de la nécessité de réinventer le jeu. Et voici ce qu'il en dit. La nouvelle phase d'affirmation du jeu semble devoir être caractérisée par la disparition de tout élément de compétition. Les questions de gagner ou de perdre, jusqu'à présent presque inséparables de l'activité ludique, apparaissent liées à toutes les autres manifestations de la tension entre individus pour l'appropriation des biens. Le sentiment de l'importance du gain dans le jeu, qu'il s'agisse de satisfaction concrète ou plus souvent illusoire, est le mauvais produit d'une mauvaise société. Ce sentiment est naturellement exploité par toutes les forces conservatrices qui s'en servent pour masquer la monotonie et l'atrocité des conditions de vie qu'elles imposent. L'élément de compétition devra disparaître au profit d'une conception plus réellement collective du jeu, les créations communes, des ambiances ludiques choisies. La distinction centrale qu'il faut dépasser, c'est celle que l'on établit entre le jeu et la vie courante, le jeu étant tenu pour une exception isolée et provisoire. Il réalise, écrit Johann Huizinga, dans l'imperfection du monde et la confusion de la vie, une perfection temporaire et limitée. Dans un premier temps, et avant de lire ce texte, j'avais toujours associé le jeu à ce qu'il y avait de plus impuissant dans l'art contemporain, à savoir que c'est de l'art, certes, mais c'est que de l'art. Et c'est justement cette notion du jeu, mais que du jeu, just play, qui est pensée autrement, et je pense de manière très convaincante, par Huizinga et repris donc par Debord. Dernière citation donc. Le jeu est ressenti comme fictif du fait de son existence marginale par rapport à l'accablante réalité du travail, mais le travail des situationnistes est précisément la préparation de possibilités ludiques à venir. Et vous voyez, donc on peut dire aussi l'art est ressenti comme fictif du fait de son existence marginale par rapport à l'accablante réalité du travail. Mais voici ce qui était très intéressant. On peut donc être tenté de négliger l'Internationale situationniste dans la mesure où on y reconnaîtra aisément quelques aspects d'un grand jeu. Néanmoins, dit Huizinga, nous avons déjà observé que cette notion de seulement jouer, just play, n'exclut nullement la possibilité de réaliser ce seulement jouer avec une gravité extrême. Donc le mot extrême, évidemment, dans le mot dans la bouche de Guy Debord, a une certaine radicalité. Je remonte à un autre passage qui a retenu mon attention en raison de ma propre situation géographique en ce moment. Dans l'histoire brève de l'Internationale lettriste, qui précède donc l'Internationale situationniste, Debord note les événements suivants en 1953. Patrick Strahram, qui en réalité s'appelait Marat, mais avait inversé son nom pour des raisons lettristes, qui vient d'adhérer à l'Internationale lettriste, est arrêté. Étant trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt, il est gardé illégalement 6 jours au dépôt, puis 2 mois à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Il fait paraître, dans le bulletin édité par les malades internés dans cet asile, un éloge de la construction de situation. Dans une parfaite action de détournement d'un support vers un support révolutionnaire. 1954, la police ferme, en prenant prétexte un trafic de stupéfiants,
un bar arabe du 5e arrondissement où les lettristes tenaient leur permanence. Grande activité métographique du groupe Straram, quelque part Salt Spring. Je reste là pour cette lecture parce que quelque part Salt Spring doit, pour la très grande majorité des lecteurs, être une phrase très mystérieuse, mais il se trouve que depuis quelques mois, je vis sur une île du Pacifique à 3 heures de la côte ouest du Canada qui s'appelle Salt Spring. Et c'est précisément là que Patrick Straram s'est installé suite à la dissolution du lettrisme. Il avait rencontré à Paris une jeune Canadienne dont les parents apparemment avaient un hôtel sur l'île Salt Spring. Et donc c'était là où il est allé ensemencer le situationnisme au Canada. On sait que par la suite, il se sépare de cette femme, Lucille, et il s'en va pour Montréal, où il est considéré comme un des fondateurs de la contre-culture québécoise. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce passage sur cette île où je me trouve également en ce moment. Donc, ce manuscrit qui existe dans les archives du Guy Debord. Alors, Guy Debord n'avait pas pour habitude de garder la correspondance, les lettres de ses correspondants, mais avait toujours des copies de ses propres lettres, avait suffisamment apprécié ce texte de Straram qu'il l'a gardé. Et je lirai donc, pour terminer ma petite révolte, la dernière phrase, ou les derniers passages de ce manuscrit que j'espère faire paraître prochainement. Il y a des parasses d'apparence qui sont un colossal travail, une mise en marche opérante qui bouleverse fabuleusement un noyau d'où s'étend notre pouvoir illimité. Ceux qui ne comprendraient pas s'en tiennent inexorablement à l'unilatéral tort de leur suicide douloureux. 28 février 1954, Patrick Straram.